Connaissez-vous l'huile Oemin Krill NKO, marque pionnière en France? C'est la seule huile de krill garantie 100% pure. C'est l'un des plus puissants antioxydants et donc anti-âge connus. Sa composition riche en oméga 3 est bonne pour le moral, le tonus et la concentration. Alors vous pouvez retrouver l'huile Oemin Krill NKO sur le site de notre partenaire oemin-nature.com. Merci infiniment à eux pour leur soutien du podcast Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Peur de l'échec, dévalorisation, mise en doute de leurs compétences, sensation d'être illégitime, le déficit de confiance en soi habite de très nombreuses personnes et particulièrement les femmes. Dans la vie professionnelle comme personnelle, certaines sont même rattrapées par sa forme la plus extrême, le syndrome d'imposture. Identifié dans les années 70 par 2 psychologues américaines, cette difficulté à se valoriser et à reconnaître son mérite personnel n'est pourtant pas une fatalité. Pour en parler aujourd'hui, je reçois 2 auteurs, expertes du sujet et qui signent un livre, Le syndrome d'imposture, aux arènes. Avec elles, nous allons explorer ses origines, ses manifestations, mais aussi et surtout comment il peut devenir un moteur et trouver des clés pour inverser la tendance et apprendre à croire en soi. J'ai le grand plaisir d'accueillir la journaliste Elisabeth Kadosh et la psychothérapeute Anne de Montarlot. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Alors, déjà, revenons un petit peu sur ces fameuses 2 psychologues américaines que je citais en introduction, Pauline Rose Clance et Suzanne Imes, je ne sais pas comment on prononce exactement, ouais. Qui ont identifié ce syndrome dans les années 70, vous le dites dans votre livre. Oui, exactement. Elles ont défini ce terme en 78. C'était des psys et ce qui est intéressant, c'est qu'elles se sont rendues compte quand elles donnaient leurs cours que leurs étudiantes filles, les étudiantes, étaient quand même arpentées de doutes par rapport à leurs capacités, qu'elles étaient très anxieuses par rapport au succès de leurs notes potentielles. Et alors qu'elles n'avaient jamais raté un examen, mais pourtant elles pensaient qu'elles allaient rater, qu'elles étaient nulles. Elles avaient ce dialogue interne très dévalorisant et qui faisait miroir en fait à leur propre malaise. Suzanne Imes et Pauline Clance elles-mêmes ont souffert de ce syndrome d'imposture. Oui, évidemment, on est toujours bien placé quand on l'a vécu pour en parler. Et vous me le disiez hors antenne, ce livre est aussi le fruit d'une longue amitié entre vous. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce sujet, Elisabeth ? Oui, vous avez raison. Pour être honnête, Anne de Montarlot et moi-même, on se connaît depuis très longtemps. Nous sommes amies de longue date. Et souvent, on a eu l'occasion de partager sur ce sujet. Et quand l'une de nous n'avait pas très confiance, elle appelait l'autre et on s'encourageait. Donc voilà, ça c'est pour notre histoire personnelle. Et puis, plus pour la jeunesse du livre, en fait, il se trouve qu'un soir, il y a un peu plus de 2 ans, on s'est rendues toutes les deux à une conférence qui était donnée par une femme absolument brillante. Elle avait fait Sciences Po, l'ENA, elle occupait un poste prestigieux, elle avait une carrière internationale. Bref, une femme incroyable, quoi. Et soudain, dans le flot de son récit, on a entendu une phrase qui nous a choqués, une phrase dissonante. Elle parlait de sa première réunion avec ses pairs et elle a dit, si je me souviens bien, elle a dit « À ce moment-là, je me sentais illégitime, à la limite de l'imposture ». Et bien sûr, cette phrase a fortement résonné en nous. La nuit suivante, on n'arrivait pas à dormir. On a passé de longues heures au téléphone avec Anne et on a repensé non seulement à nos discussions, mais aussi à ce que certaines de nos amies nous avaient confié, qu'elles n'avaient pas eu la vie dont elles rêvaient, qu'elles auraient dû avoir, parce que elles aussi, à un moment de choix décisif, elles avaient été victimes de ce manque de confiance en elles. Donc, et sans doute même parfois peut-être d'un syndrome d'imposture qu'elle ne nommait pas ou qu'elle n'arrivait pas à identifier. Donc, on s'est rendu compte que c'était difficile d'en parler, qu'on ressentait une forme de honte. Et pourtant, dès qu'on s'exprime à ce sujet,
on constate que c'est le lot commun, le lot de nombreuses femmes. Donc dès le lendemain, on a commencé à travailler sur le sujet parce qu'on voulait comprendre pourquoi ce manque de confiance et ce syndrome d'imposture, ça touchait autant les femmes. Voilà, pour la jeunesse du livre. C'est vrai que Anne, dans ce livre, vous prenez plus le parti pris des femmes, parce qu'elles sont plus nombreuses à être, entre guillemets, touchées, on peut pas dire ça comme ça, parce que ça nous tombe pas dessus comme ça, mais par ce syndrome que les hommes, mais qui quand même peuvent aussi le ressentir et le vivre. Tout à fait. Mais je pense qu'Elisabeth expliquera ça un petit peu plus tard sur les raisons. Oui. Mais les hommes ont ça par rapport à l'enfance, hommes et femmes de la même façon. Mais ce qui fait la différence par rapport aux femmes, c'est tout l'aspect, le poids de l'histoire et les injonctions sociétales dont parlera Elisabeth. Donc c'est une triple peine, disons. C'est une triple peine, donc si jamais il y a des hommes qui nous écoutent, vous pouvez rester avec nous, ça vous concerne aussi. Oui. On peut les raccrocher tout de suite au podcast. On va parler principalement des femmes, mais déjà on a tous aussi du féminin et du masculin en nous, donc par rapport à nos polarités, de toute façon c'est intéressant d'aller dans cette direction. Alors effectivement, Elisabeth, sur les 3 origines, un peu historiques, sociétales et familiales, d'où ça vient ? Alors oui, en fait, si je peux juste revenir, en fait, vous donner quelques chiffres. Bien sûr. C'est vrai que ça touche aussi les hommes. Ça toucherait, selon les dernières études, 56% des hommes, au moins une fois dans leur vie, contre 66% des femmes. Mais si nous, on a décidé de le faire du point de vue des femmes, c'est parce que il y a pléthore de livres qui ont été écrits sur le manque de confiance en soi, sur le syndrome d'imposture, mais jamais du point de vue des femmes. Et nous, on a constaté dans les chiffres, dans les études, que ça touchait plus les femmes. Donc voilà, on voulait comprendre pourquoi. Donc la première origine, c'est une origine historique puisque nous sommes le produit de l'histoire avec un grand H et à cet égard le produit de siècles de domination masculine. Donc les femmes ont subi le patriarcat, ont été élevées dans la fragilité et finalement on se rend compte que quels que soient les progrès réalisés depuis une 50aine d'années, on porte en nous les clichés, les stéréotypes qui sont véhiculés depuis des siècles. On les a intériorisés, validés, et on s'y conforme de façon presque inconsciente. Donc cette domination, d'une certaine façon, est inscrite dans notre ADN, et on doit avouer qu'on a bien du mal à en effacer les traces. Donc ça, c'est pour l'origine historique. L'origine du manque de confiance en soi se trouve également dans les injonctions sociétales. On exige beaucoup des femmes, on exige la perfection, on exige la performance, on nous culpabilise sans cesse. Et puis, il faut bien parler surtout des injonctions autour du corps. Le corps des femmes, on a coutume de dire avec Anne que c'est la plus grande cible marketing de notre époque. On parle des crèmes amincissantes, des pommades, des crèmes de jouvence. On nous demande toujours d'avoir un corps mince, musclé, mais aussi d'être jeune, d'être belle, d'être une maman, d'être en couple, enfin, d'être parfaite finalement selon les normes en vigueur. Et en plus, il y a des injonctions contradictoires. Donc, par exemple, soyez mince, mais si vous prenez juste une petite entrée au resto, ma pauvre, vous êtes anorexique. Donc, soyez sexy, non, mais là, ta jupe est trop courte, donc tu es une traînée. Donc, finalement, au mieux, on y perd notre latin. Et au pire, on développe un syndrome d'imposture. Donc, là aussi, le paradigme est en train de changer un peu, bien sûr. Mais malgré tout, c'est quand même difficile. Et enfin, comme commençait à vous le dire Anne, c'est vrai que le manque de confiance s'ancre dans le terreau fertile de l'enfance, alors peut-être selon sa place dans la famille, si nous n'étions pas assez jolies, qu'on se croyait moins forte que notre frère, par exemple, ou moins intelligente que notre sœur, voilà. Tout ça, ça nous a fait développer des croyances fausses sur nous-mêmes et des stratégies de compensation pour être aimés et appréciés. Et ça va venir nous empoisonner plus tard dans notre vie d'adulte. Voilà pour les origines. Anne, vous voyez un lien, vous qui êtes psychothérapeute, avec évidemment cette idée de charge mentale que les femmes subissent, en fait, de par tout ce que vous venez d'expliquer aussi, Elisabeth. Ah mais complètement. La charge mentale, c'est... Ça contribue, si vous voulez, par rapport au manque de confiance et au syndrome d'imposture, à toujours devoir s'écarteler, gérer beaucoup de choses. Il y a la charge mentale, il y a la charge aussi émotionnelle du foyer. Et tout ça, ça contribue un petit peu à se mettre derrière, à ne pas se mettre en avant, à penser aux autres, à s'occuper des autres. Donc c'est très lié aussi, la charge mentale, aux injonctions historiques et sociétales. C'est-à-dire que la femme doit s'occuper des autres.
Il y a des rôles préassignés, bien sûr. Et la conséquence de ça, c'est que insidieusement, bien sûr, ça tapisse un peu nos propres prérequis puisqu'on intériorise tout ça. Donc, on va aller peut-être moins directement à la rencontre de soi-même. On va se mettre moins en avant. Mais on s'en rend pas compte comme ça. C'est très insidieux. Bien sûr. Mais voilà, autour d'une table de dîner, au travail, etc., ça va peut-être inhiber, tiédir un petit peu notre élan. Alors, pour bien comprendre quand même de quoi on parle, pour un petit peu donner des définitions entre le syndrome d'imposture, le manque de confiance en soi, est-ce que c'est la même chose ? Quel est le lien, Elisabeth, si vous avez, ou Anne, comme vous voulez, envie de nous faire un petit topo là-dessus ? Oui, c'est assez important. La confiance en soi, on peut y faire quelque chose directement. C'est-à-dire que on a tous senti la confiance en soi, on ose se lancer, on est vivant, on sent qu'on peut agir sur notre vie, on a confiance dans nos capacités. Ça, bien sûr, ça puise ses racines un petit peu dans une bonne estime de soi. C'est-à-dire, on sait que l'on s'aime, on a un regard vers soi valorisant de façon intrinsèque, et tout ça, ça procure un sentiment de sécurité intérieure. Et quand on quand on se sent en sécurité. Quand on est sécure, oui, c'est vrai qu'on l'emploie souvent dans Métamorphose, en fait, parce que je reçoa pas mal de psy, donc je pense que nos auditrices et nos auditeurs doivent être habitués. Quand on se sent sécure, du coup, on a une prise de risque beaucoup plus facile. Et la confiance en soi, c'est ça. Il y avait l'autre théorie de l'auto-efficacité. Oui. Dont on parle, c'est-à-dire c'est un espèce de sentiment de compétence que l'on a sur nos aptitudes à exécuter des actions pour atteindre XY tâches. Donc, par exemple, une tâche difficile, ça va être un défi quand on a confiance. Ça va pas être quelque chose à éviter. On s'implique, on fait des efforts, on s'adapte, on adapte nos stratégies. On est dans l'auto-efficacité. En revanche, donc on peut y arriver, on a un déficit de confiance en soi, on peut y arriver, même si on est anxieux, à force d'efforts, etc. On peut faire croître ça. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué le syndrome d'imposture parce que là, on est vraiment on n'est pas dans la légitimité. C'est un problème de légitimité en profondeur. Est-ce que j'ai le droit de penser ça? D'espérer ça? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis conforme? Est-ce que je mérite d'être là? Donc, on parle même pas de développer son potentiel. C'est est-ce que j'ai même la place? Est-ce que j'ai raison d'être là? Est-ce que je suis à ma place? Donc on vit dans la peur, on se dénigre. C'est-à-dire que là où on peut avoir confiance en soi, on va être fier d'arriver à quelque chose. Quand on a le syndrome, on va être anxieux comme avec un manque de confiance. On va faire les efforts nécessaires. On va arriver à une réalisation positive, mais on va se minorer, on va se dévaloriser. C'est-à-dire que ça n'adhère pas à notre système de croyance, à notre représentation de nous-mêmes. Ça ne tient pas. Donc et c'est pour ça qu'on arrive à ce paradoxe, c'est-à-dire que plus on gravit les échelons, plus on réussit, plus on doute. C'est ça. En fait, ça ne résout pas le syndrome. C'est exactement. Donc, ça, je pourrais en parler. On est constamment à se poser des questions. On a peur. On a honte et on a peur. Oui, on a honte. On reviendra dessus, effectivement. Ouais. Ce syndrome, est-ce qu'il peut aller plus loin dans la manifestation? C'est-à-dire vraiment vous parlez aussi d'expérience d'imposture au quotidien, peut vraiment virer à la névrose ou à des pathologies peut-être même plus graves? Ça peut donner. Bon, c'est pas le syndrome d'imposture n'est pas une pathologie, c'est pas répertorié dans le DSM-5. Maintenant, bien sûr, quand on est comme ça, étant donné qu'on s'ajuste en permanence, on se pose 10 000 questions, on peut avoir du burn-out, etc. Ça peut donner de la dépression. Oui, on peut tomber en dépression. On peut être on est très anxiogène. Donc on a Oui, en fait, juste pour rebondir, c'est vrai que ce que tu disais, Anne, sur le manque de confiance, c'est vrai que le manque de confiance, ça bouscule notre humilité, notre ego, mais pas forcément notre légitimité. C'est ce que tu disais, on y arrive. Alors que finalement, le syndrome d'imposture, il va y avoir, si on se dit je vais pas y arriver, on va surtravailler, on va surcompenser,
Et ça peut effectivement nous mener au burn-out parce que on va travailler de plus en plus, on va pas compter ses heures, etc., jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Et on se dit, la prochaine fois, je n'y arriverai pas. Et ça mène au burn-out. Et l'autre face de la médaille du syndrome d'imposture, c'est la procrastination, en fait. C'est de toute manière, je ne vais pas y arriver, donc je ne fais rien. Et là, c'est c'est de l'auto-sabotage. C'est clair. Et ça ne résout rien, bien sûr, hein, parce que non, pédale dans la choucroute quand on est dans cet état-là. Exactement. Et donc on est en pré-burnout, on surtravaille, et quand on réussit, on se dit c'est parce que j'ai surtravaillé, c'est pas parce que j'ai les compétences. Oui, donc en fait, ça tourne en rond. Alors vous dressez, c'est intéressant parce qu'on sent se dessiner quand même des typologies de profils, hein, et vous en passez 5 avec Valérie Young dans votre ouvrage. On va pas les passer les 5 en revue, mais là on sent bien la perfectionniste, hein, qui est la catégorie, vous dites, la plus fréquente, hein, tellement sa corrélation en fait avec le sentiment d'imposture est importante. Et c'est ce que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire, vous l'avez dit au début, elle peut être énarque, polytechnicienne, travailler sans cesse, etc. Finalement, c'est jamais assez, hein, dans ce profil-là. Oui, absolument. Oui. Tu veux répondre, vas-y, Elisabeth? Non, vas-y, Anne. Vas-y. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une telle peur, panique à l'idée que l'incompétence puisse être dévoilée, qu'on rentre dans la perfection. Et les typologies, c'est intéressant parce qu'elle s'est rendue compte, cette Valérie Young, que les femmes mettaient en place en fait des règles très très strictes à propos de leurs compétences pour masquer leur anxiété et la honte de pas être assez, de pas être à la hauteur, etc., etc. Effectivement, il y en a 5 ou 6, dont la perfectionniste qui est la plus courante. Qui est la plus courante. Et ça entraîne aussi, vous dites, Elisabeth, un rapport à la parole qui est plus compliqué. Alors, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait l'illustrer ? Oui, c'est vrai que si on se sent pas légitime, on va avoir du mal à prendre la parole. C'est-à-dire que les femmes, elles ont besoin d'être expertes sur un sujet pour le maîtriser à fond pour pouvoir en parler. Et c'est vrai que ces derniers temps en France, on a beaucoup entendu parler, vous savez, de la place des femmes dans les médias. Il y a certaines rédactions qui disaient qu'elles cherchaient plus d'expertes pour s'exprimer sur les plateaux télé, mais que les femmes étaient moins enclines, moins promptes à accepter que les hommes, comme si finalement leur voix valait moins que celle des hommes. Et je me souviens qu'on avait lu avec Anne une étude pour les besoins du livre qui montrait aussi qu'en entreprise, la parole des femmes était moins valorisée que celle des hommes et qu'en réunion, par exemple, les femmes étaient souvent interrompues. Et finalement, on se rend compte que cette injonction au silence, elle nous vient de la Grèce antique. Dans l'Odyssée, en substance, de mémoire, Télémaque dit à sa mère Pénélope, « Mère, retourne dans tes appartements, va tisser ta toile, discourir est l'affaire des hommes. » Donc voilà, discourir, c'est l'affaire des hommes. Oui. Donc la prise de parole des femmes, longtemps, ça a été une bataille. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on peut constater que la parole des femmes était enfin entendue, et je pense notamment à l'explosion de MeToo en 2017. Les femmes prennent enfin la parole. Non, ça fait longtemps qu'elles ont une voix, mais elles sont enfin entendues. Mais c'est vrai que le phénomène, ça dépasse la seule prise de parole. Quand on dit que les femmes, elles doivent se sentir expertes à 100% pour parler enfin, c'est la même chose par exemple, quand elles postulent à un emploi. Elles doivent maîtriser tout absolument avant de postuler. Donc si, par exemple, pour un job, il y a 5 prérequis, je ne sais pas, on vous demande d'avoir une expérience similaire dans une société, d'avoir tel diplôme, de maîtriser tel logiciel, de parler telle langue, et puis je ne sais pas, d'être bilingue norvégien. Un homme, s'il a que 3 prérequis, il va y aller. Et puis les 2 qui lui manquent, ça sera le défi du job. D'ailleurs, c'est pas intéressant de postuler pour quelque chose qu'on maîtrise à 100%. Mais une femme, elle maîtrise 98%, mais que par exemple, elle n'est pas totalement bilingue norvégien, vous comprenez, ça fait longtemps qu'elle n'a pas parlé, etc. Elle va s'interdire d'y aller. Et ça, c'est aussi une conséquence du manque de confiance en soi, comme si on se construisait un plafond de verre interne. Oui, c'est ça. Alors justement, ça nous mène au rôle que joue le corps dans notre rapport à l'imposture. Et Christophe André dit, vous le citez dans votre livre, l'apparence physique est la première composante de l'estime de soi. C'est quand même assez intéressant de ramener à nouveau à la corporéité des femmes. Peut-être Anne, je ne sais pas si vous voulez en parler. Oui. L'image de soi vient, je ne sais plus les statistiques, mais l'image de soi vient à 80%. Enfin, c'est un chiffre colossal, vient du corps.
Et le problème, c'est que enfin, surtout dans notre société, de ce fait, les femmes vont avoir un contrôle un petit peu obsessif sur leur corps. Et quand on est comme ça génère de la honte, de la gêne, de la confusion. Mais ça, c'est tout le problème des injonctions sociétales sur le corps de la femme. Le corps de la femme ne possède pas son corps complètement. On revient à ce que vous disiez au début, effectivement. Oui, c'est ça. Et puis, si je peux ajouter, c'est vrai qu'en fait, il y a à la fois beaucoup de tabous et beaucoup d'attentes autour du corps des femmes, et souvent des attentes irréalistes qui peuvent vraiment faire vaciller notre confiance. Je pense notamment, vous savez, à ces jeunes femmes qu'on voit qui viennent d'accoucher même pas 15 jours auparavant, et vous allez sur Instagram et vous les voyez, elles mènent de front leur vie de famille, leur société. Elles sont toutes minces, elles ont un corps tout plat et elles ont le bébé dans les bras, elles sont maquillées, etc. Et ça, c'est complètement trompeur et ça culpabilise les femmes et ça les fait se sentir vraiment pas à la hauteur. Et il y a beaucoup de tabous comme ça. Et d'ailleurs, je cite souvent un livre que j'adore. Alors, je connais pas du tout la jeune femme qui a écrit ça. Elle s'appelle Ilana Weissman. Et elle a écrit un livre le mois dernier ou il y a 2 mois qui s'appelle « Ceci est notre postpartum », notre postpartum. Et elle explique que justement, enfin, elle démonte tout ça en expliquant que non, on n'est pas des mères parfaites, formidables, etc. Et ça, voilà, il commence à y avoir des témoignages qui font contrepoids à tout ce qu'on nous sert toute la journée de femmes parfaites, quoi. Oui, et souvent, d'ailleurs, on le sait, hein, on en a conscience, mais on peut pas s'empêcher d'être quand même, malgré tout, quand on regarde dans la comparaison, etc. C'est pas parce que c'est monté à notre conscience qu'on intègre forcément la distanciation par rapport au phénomène. C'est ça aussi la difficulté. Tout à fait. Absolument. Oui, c'est le poison de la comparaison. Les femmes sont sans cesse en train de se comparer. Je suis moins belle qu'elle, je suis moins forte qu'elle, je suis moins compétente qu'elle ou que lui. Et parce que ça, c'est un critère aussi valorisé par les hommes. Donc les femmes se regardent entre elles par rapport à un critère de valorisation que les hommes valorisent, si j'ose dire. Oui, c'est pour ça que les femmes doivent être sexy, par exemple, parce que c'est quelque chose que l'homme valorise. Donc, on en revient au poids du patriarcat, de la domination masculine, hein. Cette construction sociale, ce regard entre les femmes, de leur corps. De leur corps. Alors, quelque chose qui m'a surpris, justement, c'est que d'après les études, en fait, l'âge est un atout pour une femme plus qu'un homme. En fait, la femme, ce syndrome aurait tendance à diminuer avec le temps et peut-être à augmenter avec le temps pour l'homme. Et pourtant, on sait bien que dans l'inconscient collectif, il y a encore l'image de cet homme vieillissant, sexagénaire, encore sexy, avec ses cheveux gris, etc. Et de la femme qui n'est plus regardable, grosso modo, après 50 ans, hein, dans les caricatures ressenties des femmes. Et là, vous dites l'inverse, hein, finalement. Alors, en fait, effectivement, il y a moins de place, que ce soit dans le cinéma, dans la littérature, etc., pour des femmes un peu plus mûres. Et pourtant, nous, en recueillant des témoignages et des chiffres, on s'est rendu compte qu'effectivement, en vieillissant, les femmes se connaissaient mieux, s'acceptaient mieux et arrivaient à se détacher du regard des autres. Donc, finalement, elles savaient ce qu'elles voulaient plus, et elles acceptaient moins la dictature de la beauté, de la minceur et des injonctions dont on a parlé. Et en fait, il y a même une étude qui nous dit que c'est à 60 ans qu'on aurait le plus confiance en soi parce que vos enfants sont élevés, votre mari, votre conjoint, votre compagne sont trouvés ou retrouvés. Et donc, finalement, voilà, c'est le moment où on est le plus dans la confiance en soi. Et nous, ce qu'on dit dans le livre, en fait, c'est que ce serait dommage d'attendre 60 ans, d'attendre la soixantaine pour en profiter et qu'il faudrait mieux le faire tout de suite, maintenant qu'on ait 20 ans, 40 ans, etc. Voilà ce qu'on dit. Oui, et puis si je peux rebondir sur ça, c'est vraiment la phase de la vie où on se connaît davantage. Et ça, c'est très, très important pour la confiance. On s'accepte, ou pas, enfin, je veux dire, en général, on s'accepte davantage. Donc ça, c'est... Oui, puis peut-être que chez les femmes, la période initiatique, finalement, de la ménopause, qui peut être vue soit comme une plume ou une enclume, on va dire, si elle est prise justement de manière légère et comme quelque chose d'initiatique pour la femme, peut être vraiment une occasion de transmutation que peut-être l'homme a moins, même s'il y a l'andropause, mais peut-être moins de manière aussi visible chez lui, pour faire ce chemin un peu obligé, quelque part. Oui, sur le rapport au temps, bien sûr.
Oui, puis ça entraîne peut-être une forme de sagesse aussi. Excuse-moi, Anne, tu voulais dire quelque chose. Non, mais je voulais juste dire que les hommes sont quand même s'ils ont du syndrome d'imposteur, enfin ils l'ont, hein, d'imposture, c'est principalement autour de la performance. Ça, c'est aussi les injonctions sociétales vis-à-vis des hommes. Oui. Donc le tournant 60 ans, etc., ça remet beaucoup de choses en question par rapport à la femme, c'est sûr. C'est plus délicat. Anne, vous vouliez ajouter quelque chose? Elisabeth, pardon? Non, voilà. C'était bon. Pardon. C'était bon. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous dites aussi que la confiance en soi, n'est pas monolithique et ne peut toucher que certains domaines. Alors, pour moi, personnellement, c'est une bonne nouvelle et c'est vraiment quelque chose que je ressens en plus à titre personnel. C'est vrai qu'on peut avoir extrêmement confiance en soi dans certains domaines et ne pas sentir ce syndrome, et par contre, le sentir dans d'autres domaines, ce qui peut être aussi assez perturbant d'ailleurs, hein. Oui, non, mais absolument. Ce n'est pas. On aimerait tous, hein, que ça soit constant, monolithique, statique, c'est-à-dire avoir tout le temps confiance dans tous les domaines. Mais évidemment, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que et c'est pas une mauvaise chose. Comme vous dites, vous pouvez avoir confiance dans un domaine, moins dans l'autre, et ça fait appel donc au développement. Parce que c'est bien, parce que autrement on serait déjà tout prêt et tout. Enfin, je veux dire, ça serait pas un être humain. On ne serait pas humain. Et l'autre chose également, c'est que des épreuves de vie, bonnes ou mauvaises, hein, ont un impact énorme. On peut avoir confiance en soi dans beaucoup de domaines, et puis il va y avoir un accident, il va y avoir une perte de travail spontanée, brutale, enfin une espèce de trauma, une brutalité de vie qui va faire vaciller ou s'effondrer. Ça sera à reconstruire. Donc c'est toujours une dynamique. Mais c'est pas plus mal, parce que comme ça on se remet en question aussi, hein. Oui, absolument. Puis nous sommes des êtres cycliques, hein. Effectivement. Exactement. Est-ce qu'il y a des espèces de corrélations entre des pans de confiance en soi qui sont plus dans certains domaines et qu'on retrouve dans d'autres, et inversement, voilà, un peu des catégories comme ça dans lesquelles on pourrait se retrouver? Des catégories, je ne sais pas, ça dépend un petit peu ce qui a été valorisé, dévalorisé, de votre parcours personnel, de ce qui vous a été transmis aussi par vos parents, par la société. Parce qu'il y a des, enfin, vous pouvez avoir confiance dans votre corps et pas dans vos compétences de parents, ou je sais pas s'il y a des corrélations ou des typologies ou des choses qui se retrouvent. Je pense que c'est assez par rapport à l'historique de chacun. Il peut y avoir des grands écarts. Je sais pas s'il y a des corrélations. Je suis pas sûre. Elisabeth, quelle serait la part d'inné et d'acquis dans ce syndrome? Alors, il peut y avoir un peu d'inné, c'est-à-dire votre tempérament. Vous pouvez être d'une nature timide, peut-être de votre inclination pour la solitude, ou je sais pas, de votre goût pour la discrétion, de votre tendance à l'humilité peut-être. Mais il y a surtout de l'acquis, hein, c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire du conditionnement social, culturel, familial, et puis le fait qu'on évolue dans un biotope qui exige la perfection. Ça va faire de nous des cibles idéales, je dirais, pour le syndrome d'imposture, parce qu'au moindre doute, à la moindre erreur, au moindre échec, ce conditionnement va nous rattraper et nous rappeler qu'on n'est pas à notre place. Donc finalement, c'est inconscient et, comme le disait Anne, très pernicieux. Voilà. Alors c'est vrai que pour la première partie un peu de ce podcast, on a fait un peu le constat, on a un peu balayé ce qu'était le sentiment et l'expérience du syndrome d'imposture. Maintenant, on va passer un peu aux solutions, un peu à l'antidote, hein, quand même, parce que c'est aussi la bonne nouvelle. Vous dites qu'on peut retrouver le cercle vertueux de l'estime de soi et de la confiance en soi. Est-ce que pour vous, ça a été le cas d'ailleurs ? Oui, moi je vais commencer à répondre à cette question. C'est sûr que quand on se donne des challenges et des défis et qu'on les atteint, ça aide énormément. Donc oui. Pour moi personnellement, oui. Je sais pas pour toi, Elisabeth, mais oui, mais moi j'ai souvent manqué de confiance au cours de ma vie, et j'ai la chance d'avoir des amis, un mari, enfin voilà, des gens autour de moi. Et puis c'est vrai que faire ce livre, ça a été avec Anne, ça a été un pur bonheur, parce que
On a infusé dans une décoction de confiance mutuelle. On a eu une femme éditrice aussi qui nous a fait confiance et tout ça, ça porte, hein, ça donne des ailes. Donc voilà, je crois que c'était. Oui. Et d'ailleurs, quand on se sentait dans l'imposture, on s'est beaucoup aidé parce qu'on se renvoyait un regard confiant. Tu peux le faire. Et ça fait partie des solutions, de s'entourer de personnes bienveillantes qui ont confiance en elles. Et aussi entre femmes, peut-être retrouver ça, cette sororité. Parfois, les femmes se tirent dans les pattes. C'est important aussi de s'épauler, de prendre conscience de ça. Mais absolument. Absolument. Il faut s'entourer de femmes, de mentors, de femmes inspirantes, de femmes qui vont vous porter, qui sont. On dit souvent que dans l'entreprise, c'est difficile, que les femmes sont des peaux de vache ou quoi, parce que finalement, il y a très peu à des hauts postes en tout cas, les femmes sont peu nombreuses, donc elles souffrent de solitude, elles peuvent pas partager leur expérience. Donc peut-être s'inscrire dans un réseau féminin, rencontrer d'autres femmes qui font la même chose, tout de suite, ça vous renvoie un miroir. Qui peut être vraiment porteur. Est-ce qu'on peut vraiment guérir, alors c'est pas une maladie, hein, mais se soigner de ce syndrome d'imposture, ou est-ce qu'on est toujours en chemin et il restera toujours des pans où ça reviendra comme ça par moment, Anne de Montarlot? Oui, moi je pense que ça sera toujours sur notre chemin. C'est pas quelque chose sur lequel on peut guérir de façon, on peut pas éradiquer complètement. Il y a toujours la petite voix à l'intérieur qui va être présente. Mais comme dit Valérie Yang, elle dit en revanche, au lieu d'avoir une vie soumise à l'imposture, on peut réduire ça à des épisodes d'imposture et les travailler. Donc ça c'est très important. C'est pas on peut ne Je veux dire, c'est pas une fatalité. C'est pas un bagne, c'est pas une fatalité. Vous parlez de la compassion et de la vulnérabilité, ce sont deux termes que j'aime beaucoup et qui permettent vraiment d'accueillir en fait qui nous sommes et d'être en amour de soi, d'essayer de ne pas pratiquer l'auto-jugement, hein, vous en parlez beaucoup. Oui. Je sais pas laquelle des deux a envie un peu de développer cet aspect-là, peut-être. Oui, c'est vrai que la compassion, enfin être un peu indulgente avec soi-même, c'est important. On a toute cette tendance un peu fâcheuse d'envoyer des mots au vent comme ça un matin d'exaspération. On se regarde dans le miroir et on se dit oh là là, mais est-ce que je suis moche avec ces cernes sous les yeux, etc. On n'accepterait jamais que quelqu'un nous le dise. Donc pourquoi on se le dit à soi-même, vous voyez? Donc finalement, il faut peut-être commencer par soi-même, être un peu plus indulgente avec soi, pratiquer aussi la compassion avec les autres, ne pas faire de commentaires sur les autres femmes. On a suivi un compte Instagram pour les besoins du livre avec Anne qui s'appelle Dans la bouche d'une fille. Et il y a une jeune fille qui témoignait, qui avait 14 ans et qui dit, voilà, j'arrive au repas de famille et à un repas de famille un dimanche et ma tante me dit, oh, ne t'inquiète pas, tu maigriras quand tu seras plus grande. Mais ça, c'est d'une violence absolue, quoi. On ne doit pas faire des commentaires comme ça parce que là, effectivement, les complexes, le doute, ça commence à s'immiscer à cause de phrases assassines comme ça. Donc, il faut pratiquer la compassion avec soi-même et avec les autres et réaliser que les phrases et que les mots ont un pouvoir. Oui, et puis si je peux rajouter que bien sûr ce récit critique que l'on a envers soi-même, parce que les femmes sont assez dures envers elles-mêmes, c'est vraiment le fruit de certains messages qu'on a reçus en enfance. Tu es pas assez ci, tu viens avec un B, mais tu aurais pu faire mieux, ou un regard conditionné au succès, ou de la froideur, etc. Tout ça, après, ça devient des croyances limitantes et ça devient des messages avec lesquels on vit. On a intériorisé tout ça. Bah oui, c'est ça qu'il faut déconstruire. C'est essentiel. Il faut en prendre conscience et les déconstruire parce que ce n'est pas vous. C'est la façon dont on vous a perçu et vous êtes un peu auto-défini comme ça. Donc c'est très important de justement de comprendre, d'identifier, d'étaler de la compassion dessus, hein, une bonne couche de compassion et de ne pas surtout avoir peur d'être vulnérable. Hein. Être vulnérable, ce n'est pas être faible. C'est justement aller farfouiller dans ces messages un petit peu encombrants, les dépoussiérer
Et parce que ça aide au chemin de l'amour de soi. Bien sûr. Et ce n'est pas être égoïste. Hein. Est-ce que ça peut passer, Anne, vous qui êtes psychothérapeute, par une thérapie justement, que ce soit par différents biais, que ce soit l'hypnose, que ce soit les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, Ouais. thérapie brève, etc. Qu'est-ce que vous pourriez recommander si jamais on sent qu'à un moment donné, ça génère trop d'anxiété ou on est proche du burn-out ? Ah oui, alors si c'est ça, faut absolument consulter. Il faut pas 3 ans de thérapie. Hein. Une thérapie brève TCC va vous permettre d'identifier un petit peu votre récit interne, ce que vous vous dites, et de le modifier. Donc oui, il faut, parce que sinon on peut tomber dans le burn-out, et se remettre d'un burn-out, c'est une autre histoire. Hein. C'est clair. Ou d'une dépression. Donc pour éviter un peu les médicaments oui, il faut consulter. Tout à fait. Hypnose aussi, hypnose avec un psy qui n'est pas uniquement hypnothérapeute. Il faut que ce soit un psy qui a dans sa boîte à outils de la TCC aussi. D'accord. Ça aide. Ça aide. Oui. Vous dites aussi que ça se limite pas forcément au contexte professionnel et que ça peut envahir la sphère privée. C'est vrai qu'on imagine moins en fait cette expérience de l'imposture dans la sphère privée. Elisabeth, comment ça peut se manifester comme ça par des exemples ? Oui, vous avez raison. C'est vrai que quand on n'a pas confiance en soi, les frontières de notre vie professionnelle et privée étant poreuses, ça peut empoisonner notre couple. Alors, pour prendre un exemple, de la même manière qu'on se dit je mérite pas cet emploi, je suis pas à ma place, on peut également se dire je mérite pas cet homme. On a le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Carla dans le livre. C'est une jeune femme qui a épousé un homme et qui n'en revenait pas qu'un homme aussi beau, aussi adorable et intelligent s'intéresse à elle. Et puis en fait, le fait que toutes ses amies lui disent oh mais il est formidable, ton mari, etc. Ce qui était au départ de la fierté, ça a commencé à se muer en une forme de jalousie. Et elle a commencé à lui cuisiner des petits plats pour qu'il grossisse, en se disant s'il a une petite bedaine, il plaira moins aux filles. Et quand elle a commencé à aller très loin dans la jalousie, à regarder toutes les collaboratrices de son mari, etc., à fouiller dans son téléphone, là, elle s'est rendue compte que quand même ça allait très loin et elle a consulté et elle s'en est sortie. Mais vous voyez, ça peut effectivement affecter son couple. De la même manière, on parlait du corps tout à l'heure. Si vous n'aimez pas votre corps, vous aurez peut-être des difficultés dans votre vie sexuelle, par exemple, parce que je ne supporte pas mon corps, je ne vais pas supporter que il ou elle me touche. Donc finalement, on en revient toujours à l'importance de la confiance en soi. Hein. Si on ne s'aime pas, c'est difficile d'accepter qu'on nous aime. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On a parlé de la thérapie, on a parlé de pratiquer l'autocompassion, etc. Vous donnez des tas d'astuces dans votre livre. Est-ce que vous auriez envie d'en partager quelques-uns, notamment peut-être liés à la créativité ? Oui, alors nous, il y a quelque chose qu'on conseille toujours, c'est de prendre un petit cahier ou de faire un dossier dans votre ordinateur, un dossier digital, et d'écrire tous vos succès, toutes vos réalisations depuis l'enfance, l'adolescence, depuis vos diplômes, jusqu'à vos réalisations, que ce soit dans votre travail, que ce soit, avoir un prix sportif, savoir cuisiner tel plat. Enfin voilà, notez toutes vos réalisations, tous vos succès. Et les jours où votre confiance en vous est vacillante, allez les relire et ça va un petit peu vous booster. Donc ça, c'est la première chose. On conseille aussi d'y aller pas à pas, de faire petit pas après petit pas, parce que évidemment, si on manque de confiance dans un domaine, on va pas tout de suite, on va pas tout de suite aller sortir de sa zone de confort d'une façon impressionnante, mais en revanche, petit pas par petit pas, on va peut-être y arriver. Et puis après, c'est vrai qu'on donne des livres, des films. Nous, il y a un film qu'on aime bien, c'est un film avec Amy Schumer qui s'appelle I Feel Pretty, je me sens jolie. Et c'est une jeune femme qui n'a pas confiance en elle. Je pense que c'est un film à montrer beaucoup aussi, aux adolescentes notamment. Elle n'a pas confiance en elle et elle prie toute la journée pour devenir plus belle, plus mince, etc. Et elle a un accident, elle tombe d'un vélo et en se réveillant, elle se trouve irrésistible. Et en fait, le fait de changer son regard sur elle, elle va acquérir de la confiance et ça va aussi changer le regard des autres. Donc ça, c'est le feel good movie, je dirais. C'est quelque chose, qui peut nous mettre en joie. I feel pretty. Et en même temps, vous disiez de rédiger les succès, mais d'après ce que vous disiez aussi, Anne, tout à l'heure,
le fait d'avoir des succès, parfois, n'enlève pas le syndrome d'imposture. Au contraire, c'est-à-dire plus on a des succès et plus on a ce fameux... on n'en a pas parlé, hein, mais vous en avez parlé sans la nommer, qui est la théorie de l'attribution. Hein. C'est-à-dire, on est responsable de tout, mais jamais du mérite de ce qui nous arrive en positif. Oui, tout à fait. Il faut être très très conscient de notre critique interne, de notre voix interne, qui va nous dire, bah oui, je peux faire une liste intellectuellement de tout ce que j'ai fait, etc. Mais ça va toujours être suivi par un oui mais ou par on va le minorer. Donc il faut le savoir. C'est pour ça qu'on a fait ce livre aussi, parce qu'il faut savoir tous les pièges mentaux dans lesquels on tombe. Oui. Ça passe quand même par une identification pour ne pas subir l'existence, parce que quand on n'a pas d'informations, ce qu'on comprend pas, on peut pas le résoudre. Bien sûr. Donc ça passe par là. Il faut bien se rendre compte qu'on peut tomber dans tous ces pièges mentaux qui s'auto-confirment et que l'on prolonge parce que ça renforce toutes ces croyances, tout ce récit qui est biaisé. Donc il faut vraiment dépoussiérer tout ça. Et le problème d'attribution, oui, c'était un psychologue américain qui était à Cornell, l'université de Cornell, et qui s'est rendu compte en faisant ses recherches que les petites filles très vite, que les filles, quand elles avaient des mauvaises notes, etc., elles s'attribuaient la faute à elles-mêmes, alors que les petits garçons, donc attribution personnelle, elles personnalisent l'expérience, c'est de leur faute dans leur entité d'être humain entièrement, alors que les petits garçons, ça va être de façon exogène. Le prof était trop dur, il faisait trop chaud ce jour-là, donc attribution externe. Oui, c'est donc ça. Allez-y. Ça a son rôle. Ça a son rôle. Non, allez-y. Non, je pensais, ça me faisait penser à une autre étude que j'avais lue il y a longtemps, quand il y avait un arbre dans une cour de récréation. Maintenant, ils n'ont plus le droit de monter dans les arbres, dans les cours de récréation, mais quand il n'y avait pas de garçons, en fait, les filles montaient à l'arbre, et dès qu'il y avait des garçons dans la cour, elles laissaient les garçons monter dans l'arbre. Alors, c'est exactement ça, quoi. Exactement, c'est exactement ça. On a effectivement trouvé une étude qui date de 2017 aux États-Unis, donc qui est assez récente, qui montre que ça a été mené par des chercheurs des universités, je crois, de Princeton, de l'Illinois et de New York. Et en fait, ça montre que les petites filles, à partir de 6 ans, elles commencent à perdre déjà confiance en leurs compétences et en leurs capacités. Elles pensent que les garçons sont plus brillants et plus forts. Et du coup, elles vont être moins enclines à aller faire des activités qui, pensent-elles, nécessitent d'être intelligents. Parce que les garçons sont plus intelligents. Et ça, c'est vraiment l'intériorisation de ce discours dont on a parlé, ce conditionnement. Oui, donc c'est important aussi d'élever nos filles en dehors de ces conditionnements, évidemment, et de leur transmettre autre chose. Capital. Absolument. C'est capital. Parce que ça passe par là, c'est un problème systémique. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit dans le livre aussi, il ne faut pas se culpabiliser. Parce que maintenant, on a des injonctions, il faut avoir confiance en soi. Enfin, ça devient une injonction. Mais alors que c'est beaucoup plus complexe. C'est la triple peine dont on parlait. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on peut avoir une enfance XY, certes, mais on a toujours ce regard de la société qui nous renvoie quelque chose qui n'est pas assez. On n'y arrive jamais ou c'est pas assez. Donc, allez, on arrive à la fin de ce podcast passionnant. En conclusion, est-ce que vous avez envie de nous partager chacune une femme qui vous inspire, qui est aussi un rôle modèle pour vous? Vous en partagez un certain nombre dans votre livre, et des femmes, non pas justement pour se comparer, mais pour nous inspirer. Alors oui, moi je peux y aller. Moi je trouve que Simone Veil est vraiment une inspiration par sa biographie, par sa vie. Elle-même était frappée d'un syndrome d'imposture quand elle est rentrée au gouvernement. Alors la ministre, oui c'est ça, pas la philosophe. Oui, absolument, pardon. La ministre Simone Veil, quand elle est entrée au gouvernement, elle a dit à son mari et à ses fils, vous inquiétez pas, ça durera que quelques jours, je vais faire une grosse bêtise et on va me virer. Et en fait, quand on voit tout ce qu'elle a fait, et tout ce qu'elle a fait pour les femmes, et tout ce qu'elle a fait au cours de sa vie, pour moi, oui, je trouve que c'est une vraie inspiration. Et vous, Yann ? Moi, j'ai envie de dire, j'étais en train de réfléchir à votre question. Moi, je suis très frappée par des héroïnes du quotidien. Pour moi, j'ai des femmes dans mes connaissances qui vraiment m'inspirent. Elles ont, enfin, je veux dire, elles sont pas célèbres. Elles sont pas célèbres, elles ont pas défrayé la chronique, etc. Elles ont pas été sur la place publique, mais elles sont dans leurs agissements, dans leurs choix,
dans leur prise de position, elles m'inspirent énormément. Et puis bon, s'il faut parler de quelqu'un, celle qui m'a frappée récemment, c'est Kamala Harris quand même. Je trouve ça incroyable parce que elle a en plus le côté, elle est asiatique, elle est noire, elle est mixed race et elle est femme. Donc vraiment de voir ça, c'est si elle peut y arriver, chapeau. C'est-à-dire que c'est vraiment l'horizon se dégage là. Oui, c'est sûr qu'aux États-Unis, on pense à ces femmes, on pense aussi forcément à Oprah Winfrey, à Michelle Obama. Oprah, oui, exactement. Oui, je pense que c'est très important la représentation pour les petites filles, c'est-à-dire qu'elles se disent si Kamala Harris est vice-présidente, moi aussi je peux y arriver. Si Laure Manodou est nageuse, moi aussi je peux y arriver. Et ça, c'est vraiment une leçon, quoi. C'est vraiment important. Très bien. Oui, c'est la représentation. C'est clé, c'est capital. C'est clé. Et on en manque encore aussi chez nous. Oui. Et donc, merci à vous deux d'avoir signé cet excellent ouvrage entre amis, entre femmes. Elisabeth Kadosh et Anne de Montarlot, merci infiniment. Je rappelle que votre livre « Le syndrome d'imposture, pourquoi les femmes manquent tant de confiance en elles » est paru aux éditions Les Arènes. Merci infiniment à toutes les deux. Merci à vous, Anne. Merci beaucoup. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Connaissez-vous l'huile Oemin Krill NKO, marque pionnière en France? C'est la seule huile de krill garantie 100% pure. C'est l'un des plus puissants antioxydants et donc anti-âge connus. Sa composition riche en oméga 3 est bonne pour le moral, le tonus et la concentration. Alors vous pouvez retrouver l'huile Oemin Krill NKO sur le site de notre partenaire oemin-nature.com. Merci infiniment à eux pour leur soutien du podcast Métamorphose.